Bienvenue dans le podcast Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri et aujourd'hui je suis accompagné d'Anthony et de Issa et c'est vraiment un plaisir de pouvoir être accueilli par Vivatech puisque voilà, là on a la chance de pouvoir enregistrer dans les studios de Vivatech cet épisode et ça va être aussi l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres passionnés d'IA, donc ça va être assez intéressant aujourd'hui. Donc avant de commencer, je tiens à quand même remercier toutes les équipes de Vivatech et notamment Charlotte et Mauricio qui du coup nous ont aidés à organiser ce petit podcast. Donc pour commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter du coup. Anthony, je te laisse commencer. Ouais, carrément. Déjà, merci pour l'invitation à ce podcast. Du coup, je m'appelle Anthony Quinchon et moi en fait j'ai fondé l'IA Café Club. Donc c'était de base un groupe WhatsApp maintenant qui comporte à peu près 3000 personnes et depuis septembre dernier, donc 2024, on a lancé des événements physiques sur Paris. Et donc ça a bien progressé, et là depuis janvier il y a des franchises de ces événements-là qui se passent également en France, à Genève, etc. Et donc ça prolifère très très bien, et j'ai aussi une académie un peu reliée à ça pour aider les particuliers à bien apprendre l'utilisation de l'IA, quoi. Ouais, c'est super. Et t'es même en Belgique, non, maintenant, ou je sais plus, ou Pas encore. Pas encore. Il y a des okay. pistes. Ok, il y a des pistes. Là, on est vers Lille, là, ça va. Ouais, c'est ça se rapproche de. Ok, donc c'est vraiment cool. Et c'est à cette occasion aussi qu'on s'est rencontrés, donc voilà, au meeting qui se font sur Paris, c'est vrai que c'est vraiment cool. Et ça permet aussi d'échanger entre passionnés. Il y a toujours des conférences hyper intéressantes, donc c'est un super beau projet. Ouais. Exactement. Et donc du coup, Issa, je te laisse te présenter aussi. Donc bonjour, donc de mon côté je suis Issa, donc après être passé 2 années chez Air France dans le marketing digital, à travailler avec les 4 coins du monde sur des campagnes de communication. Donc j'ai lancé Voxtrain. Donc Voxtrain, c'est quoi? C'est un SaaS et c'est une solution qui va justement centraliser tous les avis clients que les e-commerçants reçoivent pour les analyser avec l'IA, donc montrer ce qui va, ce qui ne va pas, leur fournir des recommandations. Et donc on leur vend une vision, leur permet de se développer et de développer leur croissance grâce à l'IA, mais aussi grâce à l'opinion de leurs clients. Et donc du coup, tu fais aussi pas mal de contenu sur l'IA, si j'ai bien compris. C'est ça, donc plus sur l'IA, sur la relation client et aussi sur l'entrepreneuriat, puisqu'il y a pas mal d'étudiants, de porteurs de projets qui me suivent et et ça leur permet d'avoir le retour de quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes qu'eux, et donc d'éviter pour eux de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, et aussi d'avoir 2-3 conseils de temps en temps. Super. Et ton canal principal, c'est quoi? C'est plutôt LinkedIn, c'est ça? C'est plutôt LinkedIn, ça fait partie de nos canaux. Et sinon, on a une équipe commerciale qui va travailler sur la partie plus prospection téléphonique, prospection email. Et de mon côté, avec Mariam, on travaille plutôt sur la partie LinkedIn. On va pousser du contenu, faire de la prospection LinkedIn. Donc on a le canal LinkedIn et le canal email et prospection téléphonique. Ok, super. Et bien, du coup, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description du podcast pour pouvoir suivre les différents réseaux de chacun. Ce sera l'occasion. Donc du coup, pour commencer, j'ai pris quelques petits chiffres pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Vivatech. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, Vivatech, c'est le plus gros salon tech en Europe. Donc voilà, c'est un très gros événement. Et là, on est sur la 9e édition. Et on avait du coup 3500 exposants d'attendus, 13 500 startups, ça commence à faire du monde, hein. 3200 investisseurs et 165 000 visiteurs qui étaient attendus. Donc voilà, j'attendrai la semaine prochaine pour voir exactement quels ont été les chiffres finaux, mais c'est assez impressionnant. Et un chiffre intéressant aussi, l'an dernier sur Vivatech, il y avait 40% des innovations qui étaient liées à l'intelligence artificielle. Et là, justement, c'est une tendance qui est en train aussi de s'affirmer. Et donc, en 2025, j'ai pas encore la stat, mais je pense que, je sais pas, vous avez dû faire un petit tour du salon, mais moi, j'ai l'impression que l'IA, elle est vraiment partout. J'entends que ça, quoi. Donc, c'est ça, ouais. C'est quoi, du coup, vous, vos premières impressions sur Vivatech Écoute, pour moi, c'est déjà la première fois que je viens à Vivatech de toute ma vie, et dans un gros événement comme ça. Moi, j'habite pas du tout sur Paris, j'habite dans le sud de la France, donc c'est tout nouveau, et voir du monde comme ça fait bizarre, mais franchement, c'est incroyable. C'est beaucoup d'exposants, énormément de monde. Donc là, c'est la journée grand public, donc je pense que ça devrait être mieux que les jours précédents. Donc non, c'est vrai, et en se baladant un peu, on voit très rapidement que l'IA, c'est ce qui prône de plus en plus. Même dans les grandes affiches, on voit AI partout. Donc c'est ce qui attire, et c'est pour ça aussi que je pense il y a autant de monde, même s'il y avait déjà du monde dans les années précédentes.
là c'est un big event, quoi. Ouais, et c'est vrai que j'ai essayé de faire un petit peu le tour de certains stands avec des startups. Alors bon, malheureusement, il y en a 13 500, donc on peut pas toutes les voir. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément qui sont liés à des sujets sur l'IA. Et donc après, en plus, il y a aussi des sous-niches. Il y en a qui sont voilà, IA biotech, il y en a qui vont être sur l'IA. J'ai même vu quelqu'un qui était spécialisé dans tout ce qui était la transport, tout ce qui est technologie autour des moyens de transport et autres. Enfin bon, bref, il y a plein de choses, c'est très varié. Donc c'est vrai que c'est plutôt assez intéressant là-dessus. Et toi, de ton côté, Issa, qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de Vivatech ? Donc de mon côté, tout comme Anthony, donc c'est la première fois que je viens à Vivatech. Et là, avec une double casquette, donc d'ambassadeur, mais aussi d'exposant. Et donc effectivement, on parle beaucoup d'IA. L'IA, on la retrouve partout, mais il y a aussi une forte demande. Donc, vu que j'ai le côté exposant, je vois qu'il y a pas mal de demandes de la part des visiteurs qui sont peut-être même qui ciblent que l'IA aussi parfois. Donc il y a une grosse demande. Il y a aussi de plus en plus d'imperméabilité, puisque on entend de l'IA partout, donc l'IA ne fait plus forcément rêver à certains stades, donc il faut en montrer beaucoup plus, et donc c'est challengeant, et c'est plutôt cool. Ben alors, c'est vrai que justement, ça c'est un petit peu une tendance que j'ai remarqué, on va pas se mentir, il y a quand même un côté marketing sur l'IA où il y avait pas mal de boîtes avant qui faisaient des algorithmes. Et puis après ils ont dit non mais en fait c'est de l'IA quoi. On va dire qu'il y a un petit peu de deep learning par-ci par-là ou voilà. Et comme ça on dit qu'on fait de l'IA parce que c'est vrai qu'il y a une traîne. Mais je sais pas ce que vous en pensez, hein. Malgré ce côté un peu marketing, on entend beaucoup parler comme il y a pu avoir avec le Web3 par exemple. Et normalement il y aura un 4e invité qui s'appelle Romain qui devrait nous rejoindre, qui lui du coup est spécialiste du domaine. Donc ce sera aussi potentiellement intéressant de discuter avec ça, de discuter de ça avec lui. Mais voilà, j'ai l'impression que à part le marketing, il y a quand même une vraie tendance de fond et il y a quand même un vrai gros changement sur l'IA avec une grosse exponentialité. Enfin, je sais pas si de votre côté c'est aussi ce que vous avez remarqué, mais Ah oui, totalement. On le voit de plus en plus. Et même si je pense qu'au tout début, c'est forcément il y a un but marketing derrière, de faire venir plus de monde et de montrer aussi pour les boîtes à leurs clients que eux aussi sont dans le move et qui commencent à intégrer l'IA, mais je pense que ça part aussi d'une bonne volonté et que la plupart veulent vraiment implémenter l'IA au quotidien et faire les choses bien. Donc certains le font très bien, d'autres un peu moins, mais ça dépend un peu aussi la valeur qu'ils veulent proposer pour leurs clients et même en interne pour eux. Donc oui, je pense que c'est forcément marketing au tout début, mais après là on voit les boîtes qui vraiment s'y intéressent énormément et surtout en France, il y a vraiment un gros engouement par rapport à tout ça, dans les boîtes françaises surtout, donc ça c'est cool à voir aussi. Ouais, c'est clair. Et justement, là aussi, la grosse actu qu'il y a eu sur du coup cette 9e édition de Vivatech, c'est que on a eu la Nvidia GTC, donc c'est la grande conférence, la grande keynote que Nvidia fait. Et donc on a eu Jensen Huang, le CEO de Nvidia, donc qui a pu participer à Vivatech, qui a fait une belle conf de 1h30. Hein, je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Enfin, je sais pas si tu l'as vu la conf. Malheureusement non. Non, j'étais pas encore pu la voir. Non, ah mince. Donc moi j'étais dans la salle et honnêtement, déjà que d'habitude je les regarde en rediffusion, etc. Là, je vois que vraiment c'est quand même un CEO tech très impressionnant, Jensen, qui est a priori d'ailleurs, je pense, le CEO des grosses boîtes tech le plus vieux, entre guillemets, enfin qui est encore en activité et qui est un des founders. Donc il a un parcours assez incroyable et il est capable de tenir 1h30 en parlant que de ce qu'il fait sur Nvidia, sur ses technos. C'est assez impressionnant. Il le fait en plus en live comme ça, de façon tout à fait naturelle. Donc on voit qu'il connaît tous ces sujets au bout des doigts. Donc c'était assez impressionnant et surtout il a annoncé un partenariat entre Mistral. Et donc ça, du coup, c'est quand même une grosse actualité avec un data center qui va arriver, enfin un système de data center qui va arriver qui s'appelle Mistral Compute, qui permet du coup à des entreprises de se connecter d'avoir des accès à des GPU Nvidia de dernière génération, donc la génération Blackwell, et qui leur permet du coup de pouvoir créer une infrastructure qui va permettre une certaine indépendance, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut travailler dans l'IA, on est souvent obligé de travailler avec des serveurs qui sont pas forcément en France. Il n'y a pas forcément suffisamment de GPU en Europe et aussi on se retrouve à dépendre aussi d'autres entreprises qui ne sont pas localisées en France, qui sont très souvent aux États-Unis. Et là un peu ça permet d'avoir une certaine indépendance. C'était un des gros sujets. Et d'ailleurs en fin de journée de la première journée, il y a eu une petite table ronde avec justement le CEO de Mistral, Arthur, le Jensen, le CEO de Nvidia, et aussi Emmanuel Macron qui était présent et qui a un petit peu joué du coup aussi le VRP clairement pour pousser des grandes sociétés françaises à justement intégrer du Mistral chez eux. Et donc il y a déjà des partenaires qui ont été annoncés. Alors je regarde juste mes notes, je crois que c'est avec il y avait la SNCF, BNP Paribas et Orange. Donc je pense que
C'est ça, ouais. Donc je pense que le président, il a passé un coup de fil en disant bon, allez, c'est le moment de passer chez Mistral, let's go. Et il a vraiment fait, je pense, le VRP là-dessus. Donc ouais, c'est plutôt impressionnant. Donc je sais pas si c'est quoi vos impressions sur cette info. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème français, l'écosystème de l'IA, de l'innovation, etc. Et c'est aussi la suite logique de Mistral qui, petit à petit, commence à faire de gros partenariats avec des acteurs américains, européens. Donc je prends le cas de Microsoft. C'est quand même vachement cool de voir que les choses évoluent. Parce que nous, de notre côté aussi, en tant que start-up, on attend aussi beaucoup des acteurs français. On en attend beaucoup parce que nous, de l'autre côté, on dépend. Plus les acteurs français sont efficaces, et même plus ils deviendront performants et plus performants que les acteurs américains, plus nous, de notre côté, on sera performants en retour. Et donc, c'est du gagnant-gagnant dans tous les sens. Et donc là, l'idée, c'est vraiment en tout cas, de mon côté, l'objectif, c'est de voir comment les choses évoluent et d'essayer de mon côté, pousser le sujet. Mais en tout cas, effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème français. Et justement, Issa, avec toi, tu as un peu l'œil start-up. Qu'est-ce que tu penses au niveau de tes clients? Est-ce qu'il y a une sensibilité sur le fait de se dire on veut des outils qui sont français ou on veut une certaine indépendance? Est-ce que c'est des choses que tu entends? Est-ce que toi, du coup, tu essaies de privilégier des fois des outils plutôt français ou européens plutôt que des outils américains quand tu peux? Comment tu vois tout ça, du coup, dans ton business? Il y a une réalité qui est, parfois même dans des entreprises qui sont dans le capital et en partie possédées par l'État, qui est qu'ils s'intéressent au stockage de la data, donc ils veulent que la data soit stockée dans l'Union européenne, mais par quel acteur, ça c'est un autre sujet. Donc par exemple que l'acteur soit américain ou que l'acteur soit allemand ou français, en tout cas aujourd'hui j'ai pas vraiment vu de différence sur le plan marketing. Okay. Peut-être qu'il y en a une, peut-être que bien marketé ça peut le faire, et à mon niveau, je ne l'ai pas détecté. Ouais, et c'est-à-dire que souvent, ils passent finalement par du Microsoft qui est hébergé sur un cloud Azure en Europe ou ce genre de choses-là ou En tout cas, dans la majorité des startups avec lesquelles je travaille, etc., ils utilisent AWS, ils utilisent GCP, mais de l'autre côté aussi, ça peut, quand tu échanges avec eux, ça se comprend. Oui. Parce que de l'autre côté, ils sont hyper agressifs pour essayer de les accueillir, donc ils leur balancent énormément de crédits. Et là, c'est un peu le point faible des acteurs français où, ok, ils commencent à mettre en place des programmes start-up et qui sont pas à la hauteur des programmes start-up de Google, d'AWS. Et c'est ce qui nous amène, nous, de notre côté, en tant que start-up qui débutons, donc qui ne pouvons pas mettre énormément d'argent dès le début, dans des clouds américains, et c'est ça qui est un peu dommage. Et puis une fois que tu as fait toute ton architecture dans un cloud américain, c'est peut-être un peu tenu, donc c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'après, même si les serveurs sont en Europe, il y a toujours un sujet, enfin moi en tout cas je sais que c'est des retours des fois que j'ai, où on parle à chaque fois du Patriot Act. Et le Patriot Act, du coup, il potentiellement, le gouvernement américain peut aller, du coup, récupérer directement des infos, demander à une société américaine de lui donner des infos pour une enquête judiciaire ou autre. Et donc, ça peut être un vrai sujet. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur une des actus qu'il y a eu, du coup, cette semaine. On a en ce moment le procès entre le New York Times et OpenAI. Et justement, dû à ce procès, le New York Times a demandé à ce que OpenAI ne supprime plus du tout les conversations de ChatGPT. Donc toutes les conversations qui ont pu avoir lieu, que ce soit avec un compte gratuit, payant, ce qui n'est pas considéré, ce qui n'est pas inclus, c'est les comptes par contre entreprise ou les comptes éducation. Mais sinon, si vous avez un compte ChatGPT, même si vous avez supprimé vos historiques de conversation, il faut savoir que là, les données, elles ne sont pas supprimées des serveurs de OpenAI et elles sont gardées pour ce procès, et donc potentiellement elles seront consultables par des personnes du juridique ou autres. Alors a priori ce serait très peu de monde, mais voilà, moi personnellement je trouve que ça me pose quand même un problème, et qu'en plus de ça, c'est pas tout à fait aligné aussi avec la RGPD, où du coup nous on a notre législation en Europe qui est censée nous permettre de pouvoir avoir un certain contrôle sur nos données personnelles et pouvoir demander à ce qu'elles soient supprimées. Là du coup ça matche pas trop, donc ils savent pas trop comment ils vont faire aussi OpenAI là-dessus. Ils ont publié un petit blog post là-dessus, mais voilà, en tout cas ça montre à quel point ce côté d'avoir une certaine indépendance, ça peut être un vrai sujet et ça peut être assez important. Donc je sais pas si Ouais, complètement. C'est vrai que surtout en France où on est beaucoup plus attaché à nos données, on aime plutôt faire attention surtout pour les entreprises. Après ça dépend les cas d'utilisation qu'on peut avoir dans le domaine de l'IA. Mais moi c'est vrai que pour ma part, étant auto-entrepreneur, je suis à mon compte, je suis seul. Moi ça me pose pas de question, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que moi on peut prendre les données, tout ça, tout ce qu'on veut. On prend le risque. C'est ça. Moi c'est pas. En vrai après je fais toujours attention aussi à ce que je dis. Je vais pas forcément donner des données clients ultra personnalisées ou ultra personnelles sur ChatGPT ou même sur d'autres outils IA par rapport justement aux différents biais qu'ils pourraient avoir et justement par rapport à ce cas-là.
Mais c'est vrai que oui, en France, on est beaucoup plus attaché à ça. Et après, c'est aussi où est-ce qu'on peut mettre le curseur entre la France qui aime bien faire attention aux données, à limiter un peu, et un modèle américain voire chinois où là, c'est par contre un peu porte ouverte pour tout. Donc ouais, ça mérite débat, quoi. Donc Ouais. faut s'y pencher. Et puis je pense que c'est aussi un peu lié à la taille, hein, tout simplement, hein, parce que bon bah forcément quand on est une entreprise comme la SNCF ou BNP ou autre, bah déjà il y a un côté risque entre guillemets pour l'État, pour le gouvernement. Enfin c'est des entreprises qui ont une très grande importance, donc elles peuvent pas plonger dans une technologie étrangère sans vraiment faire des études de risque ou autre. Donc il y a un vrai risque aussi pour elles. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elles doivent être aussi assez contentes de pouvoir avoir des acteurs européens avec des serveurs en Europe. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après il y a quand même une petite remarque qui a été faite par Emmanuel Macron justement pendant le tour de table, hein, qui était que ce qu'il aimerait bien lui à terme, hein, c'est que les puces aussi elles soient fabriquées en France ou en Europe, hein, et là pour l'instant clairement c'est pas le cas, hein. Les puces elles sont toutes fabriquées encore à Taïwan. Alors les États-Unis sont sur le coup, hein, puisque maintenant TSMC, hein, qui est le founder qui fait vraiment toutes les puces quasiment, hein, qui sont les puces de dernière génération, ils ont quand même commencé à travailler avec les États-Unis pour faire des usines aux États-Unis, mais clairement pour l'instant en Europe il n'y a pas de projet, il n'y a rien, donc il y a quand même une vraie dépendance. Et je pense que là-dessus aussi, Nvidia, ils ont quand même une très bonne vision stratégique, hein, puisque d'un côté, ils vendent des GPU en Europe, mais ils en vendent aussi aux États-Unis, et aussi ils en vendent pas uniquement qu'en France ou aux États-Unis, puisqu'ils ont fait un deal avec les Émirats Arabes Unis. Et le deal, hein, c'est qu'il puisse y avoir 500 000 GPU d'exportés par an. Donc c'est énorme, hein, parce que si on reprend le deal de Mistral, hein, c'est 18 000 l'annonce. Hein. Donc j'ai un peu regardé, j'ai pas réussi à voir si ça avait déjà commencé cette exportation, mais en tout cas le deal, hein, c'était qu'il y avait une autorisation du gouvernement américain qui autorisait à ce qu'il y ait jusqu'à 500 000 GPU d'exportés aux Émirats Arabes Unis. Donc ça donne aussi une idée de à quel point ça devient un vrai sujet stratégique et très important, et sur lequel il faut vraiment avancer, et où c'est bien d'avoir un partenariat avec Nvidia, mais il n'y a peut-être pas que eux qui font aussi des infrastructures qui peuvent être pertinentes, et il faut aussi avancer, je pense, un petit peu à tous les niveaux, quoi. Vous en pensez quoi un petit peu de tout ça? Je pense que dans le monde, ça bouge beaucoup, ça bouge vite. On a d'un côté les États-Unis qui sont leaders dans le domaine, les Chinois qui sont très forts, les pays du Golfe, de par leur financement, qui commencent à entrer dans la course. Et de notre côté, en France, qui, comme à notre habitude, faisons de bonnes choses, parfois excellentes, mais avec pas assez de volume pour pouvoir entrer en compétition avec les États-Unis et la Chine, que ce soit parce que le marché est trop petit ou parce qu'on n'a pas cette capacité à produire énormément. Mais c'est vrai que c'est cette complexité, donc, et c'est pour ça que ça m'amène à un autre sujet, qui est que je pense que le sujet de la souveraineté, on ne doit pas le penser à l'échelle de la France, qui a un marché peut-être un peu trop petit par rapport aux États-Unis et à la Chine, et plutôt le penser à l'échelle de l'Union européenne. Ouais. Où là, je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes avec une diversité de cerveaux, de ressources, de marchés qui font que ensemble, on pourra rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Où là, déjà en France, avec Mistral, on arrive et on commence à le faire. Et avec A26 ou A27, on pourra peut-être même les dépasser, quoi. Et ça fait d'ailleurs partie des remarques qu'il y a eu pendant la table ronde, justement, où Macron a donné une info que je ne savais pas. Hein. Enfin, c'est plutôt Jensen qui l'a donné à Macron, qui ensuite a rebondi dessus. On a le premier processeur de Nvidia qui a été fabriqué en France. Et il a été fabriqué à côté de Grenoble par STM, qui est du coup une entreprise des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises, donc ST Microelectronics. Et donc du coup ils ont des usines notamment en France, hein, et à côté de Grenoble, et donc le premier GPU du coup de Nvidia, le premier processeur, il a été fait en France en 1994. Donc il y avait quand même des choses, mais bon voilà, le problème c'est que derrière ça a pas suivi la même croissance, quoi, donc c'est un peu ça s'est vite déplacé, on va dire. C'est ça, ouais. Donc voilà, ouais. Et donc du coup, ce que j'avais remarqué aussi, je reprends un petit peu mes notes, c'est sur la partie justement data center, pour mettre aussi en parallèle un peu ce qui se passe en Europe, même si c'est des bonnes nouvelles, voilà, qu'il y ait quand même des vrais sujets qui arrivent par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Le data center qui a été annoncé, qui va sortir du coup d'ici la fin de l'année avec du coup le projet Mistral Compute, il va faire 40 MW et il va pouvoir aller jusqu'à 100 MW.
donc en termes de puissance. Alors après, c'est les processeurs de Nvidia qui sont de dernière génération, donc qui sont assez efficients, et donc ils n'ont pas forcément une très grosse consommation pour avoir une grosse puissance de calcul. Mais en comparaison, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé avec le data center de XAI, qui a été monté dans un temps record, hein, parce qu'ils l'ont fait à Memphis en seulement 122 jours. Et ce data center là, qui utilise des processeurs d'un peu plus ancienne génération, hein, de Nvidia, les H100, il a été, lui, il monte à 150 mégawatts. Donc ça montre aussi que voilà, on avance, mais au final, est-ce qu'on n'avance pas avec des petits pas, alors que de l'autre côté, ils font des très grands pas? Est-ce que l'écart ne continue pas à se creuser? C'est un petit peu moi la question que je me demande aussi. Et même si voilà, on voit qu'il y a des choses qui se passent, est-ce qu'il faut pas que puisse passer un peu la seconde, quoi? Ouais, je pense que l'écart se creuse nettement, et même s'il y a beaucoup d'initiatives de la part de l'État, de la part d'Emmanuel Macron, qui sont honnêtement notables et qui sont honnêtement bien pour le pays et tout ce qui se passe ici, Viva Technologie qui prospère de plus en plus. Mais c'est vrai que quand on commence à comparer un peu ce que font les États-Unis, ce que font la Chine, etc., par rapport à la France elle-même, je pense, je reviens sur ce que Issa a dit tout à l'heure, c'est nous, en tant que pays seul, on ne pourra jamais rivaliser à des pays comme ça, à des continents aussi puissants technologiquement et financièrement. Donc nous, c'est plus un enjeu européen, je pense, à bien prendre en compte, à faire valoriser que plutôt à rester dans le pays seul. Et ça prend beaucoup trop de temps et les autres ont déjà des longueurs d'avance par rapport à nous, quoi. Et après, c'est vrai que je pense que c'est intéressant de regarder les chiffres, etc., le nombre de GPU, mais c'est pas toute l'histoire aussi, parce que si on prend la Chine, qui a quand même des grosses restrictions justement sur l'importation de GPU, alors bon, a priori, ils arrivent quand même à en récupérer via des façons détournées, mais ils n'ont pas forcément les derniers GPU des dernières générations, et pour eux, il n'y a pas cet accès forcément aussi simple à tous ces data centers. Pourtant, ils arrivent à nous sortir des modèles qui sont assez impressionnants. Voilà, il y a eu DeepSeek qui a fait beaucoup parler de lui. Donc, je pense que aussi, de par la recherche, l'ingéniosité, etc., on peut aussi compenser le fait d'avoir aussi des fois moins de puissance de calcul. Et c'est vrai que Mistral, ce qu'ils arrivent à faire, ça reste quand même très impressionnant. C'est quand même un très bon large language model. Là, d'ailleurs, ils ont fait la sortie de leur nouveau modèle de raisonnement qui s'appelle Magistral. Alors personnellement, j'ai pas eu le temps de le tester. Je sais pas si vous de votre côté vous avez eu le temps de jeter un œil. J'ai vu la news cette semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Forcément, on était un peu occupé. Hein. On est pas mal occupé avec Vivatech, donc c'est pareil. Ouais, j'irai regarder un petit peu tout ça, comment il fonctionne, mais voilà, de voir aussi que y a pas, c'est pas le seul sujet entre guillemets, et que voilà, on peut avancer aussi sur d'autres domaines, quoi. Ouais, puis en France, on a la chance d'avoir des très bons ingénieurs, des très bons développeurs, etc. Donc c'est vrai que nous, c'est plus un enjeu de qualité plutôt que de quantité, donc c'est peut-être sur ça où nous on pourra un peu tirer notre épingle du jeu par rapport au reste du monde et même dans des pays dans l'Union européenne. Donc oui, c'est à voir comment ça va se dérouler plus tard, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur l'open source, parce que donc, du coup Mistral, eux, publient pas mal de modèles en open source. Contrairement à OpenAI, hein, qui à la base devait le faire, mais bon, qui a Open dans son nom, mais ils ont oublié. C'est envié, ouais. Ils sont plutôt dit qu'ils allaient faire de l'argent à la place, quoi. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que pour le coup, ils ont pas mal de modèles open source. Et moi, justement, quand j'ai fait un peu le tour de startups, j'ai constaté qu'il y avait aussi beaucoup de startups qui se basaient sur ces modèles open source pour faire des projets qu'ils allaient après refine-tuner des modèles, refaire des intégrations un petit peu différentes, utiliser des méthodologies un peu différentes, mais à la base ils se basent sur tout un tas de briques de modèles open source, et ça leur permet justement de tout de suite pouvoir proposer des produits assez impressionnants et intéressants. Et j'ai rencontré par exemple une startup qui venait de Dijon où ils faisaient de la transcription en direct, où il y avait un système de sous-titrage qui pouvait fonctionner dans je crois 70 langues, qui fonctionnait assez bien. Et voilà, je pense que derrière, alors forcément ils n'ont pas donné leur secret, hein, mais voilà, je pense que derrière il y a pas mal aussi d'utilisation de modèles open source ou autres pour pouvoir justement faire fonctionner tout ça correctement. Et en plus de ça aussi, on a aussi la Chine, hein, qui arrive avec des modèles aussi puissants et open source. Et donc je me demande s'il n'y a pas aussi tout un mouvement où au final l'open source il est vraiment pas très loin des modèles qui sont fermés, et aussi si à un moment donné on va pas avoir un écart qui sera quasiment inexistant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est parfois des modèles open source. J'avais pris connaissance d'un modèle open source que Mistral avait déployé, que Microsoft avait custom et amélioré, rendu plus performant. Donc le modèle de l'open source est particulier. Il bénéficie à la boîte qui qui déploie son modèle en open source, et bénéficie aussi aux autres boîtes qui vont l'utiliser. Donc c'est un modèle donnant-donnant, avec des objectifs pas forcément économiques, du moins sur le court terme, mais qui a ses avantages. Et est-ce que c'est pérenne dans le temps, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est un sujet qui commence à devenir tendance, qui commence à
à prendre de l'ampleur. À prendre de l'ampleur et à devenir de plus en plus intéressant. Et de toi justement de ton côté, tu t'as pas d'usage un peu sur l'open source dans ce que tu fais Disons qu'on a eu ce sujet de savoir si on utilise de l'open source ou des modèles déjà hébergés dans le cloud. Et on est plutôt parti sur les modèles hébergés dans le cloud. Le pourquoi du comment, c'est qu'aujourd'hui les modèles sont si performants qu'on n'a pas forcément besoin de fine-tuner un modèle en open source qui sont déjà... En fait aujourd'hui, il y a un gros écart de performance entre les modèles open source et les modèles fermés. Ouais, il y a encore un écart, et pour atteindre ce niveau de performance avec un modèle open source, même si on le fine-tune sur quelque chose de précis, il faut des ressources qui sont quand même considérables pour ne même pas être sûr d'arriver à un résultat meilleur ou similaire à ce qu'on a avec un modèle fermé. Donc c'est là où je reviens, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit pérenne comme modèle, parce que l'écart grandit, les boîtes qui vendent du moins qui font de l'IA ou du moins qui créent des modèles ont tout intérêt à garder leur modèle fermé. Mais pour commencer, ça peut être intéressant pour avoir des premiers retours de la communauté des développeurs, de voir comment est-ce que d'autres vont améliorer les modèles, comme DeepSeek avait commencé à déployer ses modèles en open source, OpenAI pareil, Mistral le fait. Mais je pense qu'à terme, du moins, j'ai pas de doute sur le fait de mon côté, sur le plan plus personnel, sur le fait que toutes ces boîtes-là qui commencent à déployer des modèles open source pour ou faire du marketing ou pour avoir des retours de la communauté de développeurs, arrêtent ce modèle-là pour vendre des modèles qui soient fermés. Ouais. Et par contre, tu vois, ce que tu dis, c'est assez intéressant, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend un modèle open source, on veut le fine-tuner. Alors des fois, on peut avoir des résultats qui sont assez impressionnants, mais c'est pas facile à faire. Et ça faisait justement partie aussi des annonces qu'il y a eu lors de la keynote, où Nvidia, ils ont annoncé justement leur système qui s'appelle Nemotron, si je dis pas de bêtises, qui permet justement d'aider, d'avoir vraiment tout un stack complet pour pouvoir faire du fine-tuning avec les GPU de Nvidia et de façon assez simple. Et ils ont aussi refait une petite démonstration du Spark, si je dis pas de bêtises, qui est leur petit mini ordinateur qui permet de faire des tests sur des modèles, de faire de l'entraînement, etc. Et en fait, que ce soit leur petit modèle, donc Spark, ils ont aussi une espèce de workstation et après ils ont tout ce qui est serveur. En fait, c'est la même infrastructure, ce qui fait qu'on peut avoir un développeur qui travaille sur sa petite machine en local pour tester ses choses. Puis dès qu'il veut passer un peu à l'échelle, là, il passe sur les gros serveurs et il n'a pas besoin de recoder les choses ou quoi. Il peut réutiliser en fait toute la même architecture, etc. Donc il y a aussi, je pense, ils essaient de pousser aussi pas mal là-dessus et toujours dans la même idée de pouvoir donner un peu plus d'indépendance. Du coup aux entreprises, Jensen il a vraiment beaucoup insisté là-dessus, mais je pense que c'est aussi parce que c'était le bon narratif dans ce genre d'événement, et donc voilà, il a bien insisté en disant voilà, c'est vos données, c'est important que vous puissiez les garder, etc. Et c'est vrai que si on a un modèle bien optimisé sur nos données, les résultats sont souvent vraiment bons, et ça permet, je pense, de pouvoir affiner, mais par contre c'est pas si simple que ça. Donc il faut quand même faire tout le process. Ça prend beaucoup de temps pour les boîtes, ça coûte beaucoup d'argent aussi à mettre en place. Donc là, heureusement qu'il y a des initiatives comme Nvidia de justement faciliter un peu cette intégration-là. Mais c'est vrai que oui, c'est je pense, obligatoire maintenant pour la plupart des boîtes, même des PME maintenant, de bien intégrer ces schémas-là et faire attention justement à comment ils l'ont intégré, à comment l'adapter aussi pour leurs équipes, etc. Donc il y a un enjeu aussi de Shadow IA important pour les boîtes et c'est pour ça que c'est intéressant déjà d'en parler et c'est pour ça que des salons comme ça sont cool à avoir pour et le Shadow IA, c'est un gros sujet. Alors peut-être là je mets ma casquette plutôt cybersécurité là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utilisé partout. Et en fait, le souci, c'est que même dans des entreprises où il y a vraiment une cybersécurité qui est bien mature, où il y a une bonne gestion de tout ce qui est parc informatique, à la fin, les gens ils viennent avec leur téléphone perso, il y a zéro contrôle dessus, et on prend une photo de son écran parce qu'on est en train de bugger sur, un développeur qui est en train d'avoir du mal à débugger un bout de code, il prend une photo, il l'envoie sur ChatGPT ou autre, il dit aide-moi à débugger, lui super, pour lui ça l'aide beaucoup, mais par contre il y a un gros bout de code qui a été envoyé en photo à ChatGPT qui se retrouve après du coup à ne pas pouvoir être supprimé parce qu'il se retrouve dans les fichiers du New York Times aux US quoi. Donc, ça peut vraiment créer des soucis là-dessus, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi se dire qu'on peut avoir aussi pour des particuliers
des modèles un peu plus européens, ça peut aussi être une bonne chose, hein. Donc il y a le chat du coup de Mistral par exemple qui permet d'avoir là plus un accès pour les particuliers et aussi encore une fois hein, l'open source qui est là, et donc on peut aussi faire des choses en open source même s'il y a encore un décalage. Et moi personnellement je fais des fois des tests sur les petits modèles qui peuvent tourner en local avec Ollama par exemple, ce genre de choses là, et franchement c'est plus ça va et meilleurs les modèles sont. Donc au final on était tous contents d'avoir un ChatGPT 3.5. Aujourd'hui avec n'importe quel modèle open source on a le niveau d'un ChatGPT 3.5 qui tourne sur un ordinateur portable quoi. Donc c'est assez fou quoi. Donc c'est là aussi où on voit que l'évolution elle avance très 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 vite et là-dessus je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là j'ai vraiment l'impression qu'on est clairement dans une exponentielle et que ça fait que accélérer quoi. Totalement. Non, ça s'arrête jamais. C'est même moi je publie 2 newsletters par semaine. Merci l'IA de me permettre d'avoir autant de productivité par rapport à tout ça, mais c'est vrai que tout le temps, il se passe tout le temps des choses, que ce soit du côté d'OpenAI, Mistral, DeepSeek, tous les outils, Runway, même tout ce qui est génération d'images, de vidéos, etc. Ça s'arrête jamais, des lois qui se créent, des procès qui se créent également, surtout du côté d'OpenAI en ce moment, mais c'est vrai que ça s'arrête jamais et c'est une exponentielle qui est très très grosse. Là, on commence à vraiment à voir la bonne courbe arriver. Alors il y aura forcément un petit plateau un peu plus gentil et qui prend un peu plus de temps pour repartir après de plus belle, mais c'est vrai que non, c'est intéressant à voir et c'est pour ça que ça attire autant de personnes à s'y intéresser. Donc non. Ouais. Toi, t'es un gros utilisateur, Issa, de ton côté de l'IA, ou est-ce que tu aussi sens cette progression un peu exponentielle ou Ouais, donc de par mon projet, forcément ma boîte, donc forcément l'IA, on teste des modèles tous les jours, on est au courant de l'actualité, enfin on essaie d'être au courant de l'actualité, de tout ce qui se passe, etc. Même s'il y a de plus en plus de solutions qui émergent, donc c'est de plus en plus compliqué à suivre. Il y a tellement de choses, tellement de nouveautés. Donc là pour le moment les perspectives sont hyper positives, donc on voit, enfin il y a un an sur certains sujets je me disais bon on va atteindre un plateau, mais au final non, on l'a dépassé et de très loin, donc je sais pas où l'IA va nous amener pour être honnête. Donc là je suis en tout cas le move et je me dis waouh, mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi. Ouais, non c'est vrai, et même la sortie des modèles, les annonces, etc. J'ai l'impression que c'est à chaque fois surenchère sur surenchère et que effectivement ouais c'est assez compliqué à suivre. Après souvent ça crée même aussi une certaine, parce que moi j'en parle beaucoup à pas mal de personnes du coup qui me suivent et d'autres partenaires, c'est que ça crée aussi une forme d'angoisse aussi, le fait qu'il y ait énormément de news en fait tout le temps, même nous quand on est dans ce domaine-là, donc on arrive plus ou moins à suivre, mais en fait au final on est obligé de faire un tri aussi sur quelle information on veut garder en tête, et en fait, et pour beaucoup de particuliers, un peu des personnes lambda qui aimeraient justement s'y intéresser, ça crée parfois des blocages dans le sens où c'est pour eux l'IA est beaucoup trop loin comparé à d'autres personnes, et donc faire un tri parmi toute la masse d'informations qu'il y a, c'est très dur pour eux, donc ça crée une forme d'angoisse. Ils se disent faut que j'intègre l'IA, mais comment faire, on sait pas par où commencer, ouais. Et c'est vrai que parfois il y a tellement de masse que c'est un peu à double tranchant aussi quoi. Donc c'est bien aussi d'essayer de cadrer un peu tout ça et de se focus uniquement sur des news, je pense maintenant, qui nous intéressent vraiment pour notre activité, pour que ce soit pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les dirigeants de société, etc. Donc faut faire un bon tri et se focus que sur ce qui nous intéresse réellement et ce qui nous apporte vraiment de valeur ajoutée sur notre activité quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment aussi quelque chose moi que je vois avec mes clients quand je fais soit des audits soit des formations, où je vois qu'il y a une saturation quand on sait plus quel modèle lequel j'utilise, comment, en plus ça change tout le temps, donc c'est pareil, moi je suis toujours obligé de mettre à jour le contenu parce que ce que je disais en début d'année c'est plus vrai, donc c'est toujours un truc aussi à chaque fois où je dis attention, ce que je vous dis aujourd'hui c'est vrai à un moment T, mais dans 4 mois, 5 mois, 6 mois ce sera peut-être plus vrai, des choses qui n'étaient pas possibles le sont maintenant, hein. Au tout début ChatGPT il pouvait pas aller sur internet, maintenant il peut, enfin il y a plein de choses aussi, ça évolue comme ça, donc ça nous force aussi à mettre à jour à chaque fois le contenu là-dessus, et je comprends clairement qu'il peut y avoir une saturation là-dessus. Il y a des personnes, des fois je leur discute, ils me disent ouais les images en IA c'est pas bien fait, il y a encore 6 doigts. Non mais ça c'était il y a 2 ans en fait, c'est la préhistoire. Il y a 2 ans c'est la préhistoire des images. Là en fait maintenant on arrive à faire des vidéos, on n'arrive pas à se rendre compte que la vidéo elle est générée par IA quoi. Donc quand on regarde le dernier modèle par exemple de Google, la VO3, incroyable. C'est sur certaines images on peut déjà plus faire la différence quoi entre
entre du généré par IA et des vraies vidéos, quoi. Donc voilà, les choses avancent aussi. Les formateurs IA, ils pleurent chaque semaine, hein, dès qu'il y a des newsletters qui sortent et qu'il y a des nouveaux modèles, ils sont obligés de tout remettre à jour. Donc, Exactement, ouais. Il faut justement pouvoir tout mettre à jour. Mais bon, moi je trouve aussi que c'est ce qui est un peu excitant avec tout ça. Hein. Ça nous permet justement de pouvoir justement toujours se mettre à jour, de voir tout ce qui est possible et de voir un peu la progression. Et c'est ce qui me fait aussi penser vraiment que moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté exponentiel où bah voilà, il y a vraiment une accélération quoi dans tout ça quoi. Et donc du coup peut-être un petit peu parler de vos usages justement parce que là a priori vous êtes des gros utilisateurs d'IA, donc c'est quoi un petit peu les modèles que vous aimez bien, peut-être des petits conseils que vous pouvez donner aux auditeurs sur justement ce que vous aimez bien utiliser en ce moment ou autre. Moi honnêtement je suis un peu partisan et c'est ce que je conseille beaucoup parfois même à certains de mes clients, c'est de rester focus que sur 3-4 outils au maximum, et d'arrêter d'être, si on utilise ChatGPT et qu'on est bien avec ChatGPT, de se dire là il y a Anthropic, Claude qui ont sorti de nouveaux modèles, je vais aller le tester, je vais tout remettre à jour, mettre toutes mes informations dedans, etc. En fait ça fait perdre énormément de temps et en fait on est obligé de choisir au bout d'un moment. Donc c'est soit on peut choisir sur Mistral des modèles comme ça si on se sent bien dedans, si on arrive à intégrer l'open source dans sa société. Après ça dépend de chacun, et c'est vrai que moi je suis vachement partisan de rester focus que sur des outils qui nous intéressent depuis un petit moment. C'est un peu comme du Apple vs Windows, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre un peu entre les deux depuis très longtemps, et les utilisateurs d'Apple resteront Apple je pense toute leur vie, et pareil pour Windows. Donc là moi je sais que c'est vachement ChatGPT mine de rien parce que j'utilise depuis le début et j'en suis très content. J'ai plein de GPT que je me vois pas déplacer dans d'autres outils. Oui, c'est vrai qu'il y a donc déjà rien que ça, c'est rien que ça, moi ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, après des outils aussi, Perplexity pour la recherche un peu plus poussée sur internet, ça j'aime beaucoup. Et après des outils aussi un peu wow effect que j'utilise souvent, Gamma pour mes présentations également de formation, et beaucoup d'outils de retranscription de réunions. Ok. Moi j'ai un outil français qui est pas mal, s'appelle Nuta. Ouais, il est pas mal. Honnêtement je l'utilise beaucoup et ça c'est top. Mais d'ailleurs là ça me fait penser il y a eu une autre actu, alors j'ai pas eu le temps de le tester. Maintenant a priori avec OpenAI on peut aussi enregistrer directement nos réunions Teams ou autres. Okay. Donc ChatGPT a lancé cette feature et ça me fait penser à un sujet, c'est que combien OpenAI a tué de startups et combien il risque d'encore en tuer. Et donc là c'est peut-être plus un sujet pour toi Issa, mais comment il faut essayer de intégrer l'IA tout en faisant attention à pas avoir du coup un sujet qui va après être intégré à une grosse appli comme un OpenAI. Donc typiquement la transcription, là demain si ChatGPT nous permet de nous connecter à toutes nos réunions et qui nous fait une transcription nickel, toutes les startups qui sont rentrées dans ce sujet-là, elles risquent un petit peu de se retrouver un petit peu bloquées quoi. Et donc comment on peut justement s'assurer que le sujet qu'on prend est suffisamment pertinent pour que derrière on se fasse pas un peu voler notre idée avec une grosse boîte tech, un Google ou un OpenAI qui prend le sujet quoi. Mais effectivement, c'est une très bonne question, et beaucoup de boîtes, de start-up n'existent plus à cause d'une petite mise à jour de Google, de Microsoft, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que les VC, les investisseurs, les BA prennent en compte, ou du moins de plus en plus en compte. Donc nous aussi, de notre côté, on est pas mal challengés là-dessus. Et en gros, il faut voir l'IA comme étant une techno. C'était l'équivalent de l'algorithme il y a quelques années. L'IA permet de faire des choses, mais c'est pas tout un projet, toute une boîte ne doit pas dépendre que de l'IA. Nous, par exemple, l'IA, c'est 10 à 15% du SaaS. Le reste, c'est de la data, des connexions, de l'automatisation, du produit, donc du marketing. Donc c'est un tout. On vend une vision. Et dès qu'on arrive à créer une barrière entre ce que Google, ce que Microsoft peuvent faire, et donc nous, et par rapport à ce qu'on peut faire de notre côté, là, on peut justement commencer à se dire que Google n'a aucun intérêt à venir chez nous. Du moins à commencer à aller dans notre terrain, parce qu'on est si spécialisé dans le domaine. On a mis en place des partenariats techniques, on a mis en place ceci, cela. Au niveau produit, on est vraiment spécialisé, que Google ne peut pas juste avec une simple mise à jour te concurrencer ou nous concurrencer et venir sur notre terrain. Ouais, et je pense que c'est vrai que c'est important quoi, de se dire on va pas juste prendre des outils qui existent et faire un truc un peu basique quoi, et qu'il faut un peu aller chercher plus en profondeur pour amener un peu plus de valeur.
sinon il y a vraiment un risque derrière de se faire couper l'herbe sous le pied, quoi. Après il y a aussi un avantage peut-être aussi côté justement France-Europe, où c'est bien d'avoir la transcription sur ChatGPT, mais on en revient à ce côté de justement pouvoir garder une certaine indépendance. Et du coup, si on veut la garder, il faut aussi pouvoir avoir peut-être des modèles qui sont plus locaux, et où là aussi on peut avoir des entreprises, Nuta, je crois que par exemple leurs serveurs ils sont en Europe, il me semble, donc ils communiquent pas mal là-dessus, et ça leur permet aussi de dire voilà, mais nous par contre vos données elles restent en Europe, etc. Donc de pouvoir justement se différencier là-dessus, quoi. Sur ça même, il y a beaucoup d'outils français qui sont dans la retranscription de réunions, que ce soit en virtuel, en distanciel et en présentiel. Donc ça c'est top. Et il y a aussi Dictai qui est, si je me trompe pas, suisse, quelque chose comme ça, et qui marche très bien. Donc c'est vrai que oui, non, c'est des outils qui fonctionnent bien. Et je pense qu'en France, on en aura besoin. Et même s'il y a un OpenAI qui sort ça dans leur futur, les boîtes continueront à utiliser Nuta, pareil. Ouais, il y a des chances. D'autres. Je pense l'autre pendant où il va y avoir pas mal de startups qui vont un peu, avoir des problèmes, c'est l'aspect agent et l'aspect aussi RAG. Donc quand on va donner des informations à l'IA, des documents ou autres, pour qu'elle puisse après faire des recherches ou nous donner des informations liées à ces documents. Et là, on commence à voir justement arriver avec ChatGPT qui a intégré le mode Deep Research maintenant, qui peut aller chercher dans des Dropbox, des Drive, etc. Claude, ils ont fait pareil. Donc c'est pareil, ça c'est aussi en train d'arriver petit à petit. Donc peut-être que Mistral aussi feront quelque chose avec le chat, je sais pas ce qui arrivera, peut-être. Et donc on commence aussi à avoir des choses faciles à mettre en place. On peut donner nos documents et derrière demander à l'IA d'aller chercher dedans. Et c'est vrai que ça, il y a pas mal de startups qui se sont montées là-dessus. Et si elles n'ont pas un vrai élément différenciant, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour elles de réussir à survivre à ça, quoi. Totalement, ouais. Donc voilà. On va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Donc je sais pas si vous vouliez dire quelques petits derniers mots pour conclure. Donc finalement, Romain n'aura pas pu nous rejoindre. C'est dommage. Donc il aura raté cette super conversation. Aussi. C'est ça, ouais. Donc c'était en tout cas super sympa de vous avoir. Je sais pas si vous avez quelques petits mots pour conclure un petit peu l'épisode, quelques petits conseils ou autres pour nos auditeurs éventuellement, des choses à retenir peut-être aussi sur vos réseaux, comment vous suivre ou autre. Je commence. Ouais, allez, vas-y. Non, mais déjà, merci à toi pour l'invitation. Ça, c'est top, et surtout de faire ça ici dans un vrai studio de podcast. C'est une première pour moi en tout cas, et je trouve ça top. Mais vraiment le conseil que je dis très souvent, c'est vraiment d'être curieux, de pas hésiter justement à tester quand même des outils, à itérer un peu avec, à pas rester fermé sur tout ça, et vraiment d'élargir un peu ses domaines de compétences. Maintenant que se former dans l'IA, c'est pas simple, mais on peut le faire assez rapidement. Même sur YouTube, on trouve des tas de tutos, donc on arrive facilement à comprendre ce que c'est un modèle, etc. Donc avec un peu de volonté, on peut vraiment progresser sur ça. Donc non, c'est... Faut tester, être curieux, tester, voilà, c'est ça, ouais. Complètement. On a OpenAI, ils ont annoncé c'est 800 millions d'utilisateurs. C'est une personne par semaine, une personne sur 10 sur la planète. Donc si vous ne vous y mettez pas, rendez-vous compte que là vous allez bientôt être une minorité, quoi. C'est ça. Et toi, Issa, du coup? Donc pour commencer, merci Dimitri pour l'invitation, merci Anthony pour cet échange. Donc moi de mon côté, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'on parle très souvent d'IA pour automatiser des tâches, ou faire des tâches à notre place ou performer dans notre travail. Mais on peut aussi utiliser l'IA pour aussi mieux performer de notre côté, en nous formant, en apprenant des choses, en développant notre culture générale. Et ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier. Moi, de mon côté, 80% de mon utilisation de l'IA, c'est pour me former, plutôt que d'automatiser des tâches ou qu'elle puisse faire des choses à ma place. Et une fois que je me suis formé, je délègue tout ça à l'IA. Et je pense que y a un vrai sujet autour de la formation, du moins de faire en sorte que les personnes... S'aider à apprendre, ouais. C'est ça, utiliser l'IA pour apprendre, parce que ça peut être un prof d'anglais, ça peut être un prof de maths, un prof de culture G, ça peut être beaucoup. Effectivement, ouais. Et je pense qu'il y a un gros potentiel. Ça va donner accès à des connaissances, je pense, à des milliards de personnes. Des connaissances qui n'étaient pas si accessibles que ça, et ça, c'est vrai que ça va probablement changer la donne. C'est super. En tout cas, on va devoir conclure et rendre le studio. Mais c'était un plaisir de pouvoir échanger avec tout le monde. Encore une fois, merci aux équipes de Vivatech de nous avoir accueillis dans leur studio de podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast Tsunamia. Allez, ciao!